Bonjour, la séance est ouverte. C'est votre émission pour ne rien manquer de l'actualité parlementaire. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous prenons la direction de la Commission des affaires économiques pour une table ronde sur les enjeux de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur pour l'agriculture française. Autour de la table, les principaux syndicats agricoles en France, tous dénoncent une concurrence déloyale. On les écoute. Merci de cette initiative et merci de nous donner la parole aujourd'hui sur ce sujet du Mercosur, qui est un des points centraux qui anime aujourd'hui les débats agricoles, mais je pourrais vous parler d'autres sujets d'échange. On pourrait parler de ce qui se passe avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Ukraine, mais acceptons de nous concentrer aujourd'hui sur ce qu'est le Mercosur. Et cette audition, elle intervient près d'un an après une position très claire prise par l'Assemblée nationale pour dire non à cet accord. Cet accord vieux de plus de 25 ans. Je ne vais pas revenir sur les tenants de cet accord parce qu'il a déjà été largement commenté. Je voudrais vous dire quelle est la position de la FNSEA au moment où nous nous trouvons. La première, c'est que nous sommes hostiles à une forme de commerce dans lequel l'Europe n'exerce pas le principe de réciprocité. Dit autrement, nous sommes favorables à des échanges agricoles parce qu'il en faut, parce que la France peut avoir des intérêts offensifs, parce que nous ne produisons pas la totalité des denrées dont nous avons besoin dans ce pays, et que si les Français veulent continuer à boire un café le matin, eh bien nous aurons besoin de continuer à échanger. Pour autant, il faut le faire avec des règles qui sont des règles de réciprocité. C'est vrai en agriculture, c'est vrai dans tous les domaines. Et par ailleurs, l'Europe s'est dotée d'un certain nombre de normes dont elle a la nécessité de faire appliquer les contrôles. Et donc notre première problématique, c'est évidemment cette importation forte sans réciprocité de notre point de vue, qui clairement dans un accord, et c'est ce que dit la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, est favorable à l'Europe, mais elle reconnaît aussi qu'il est défavorable à l'agriculture. Et d'ailleurs, dès les premiers jours, elle avait parlé d'indemnisation ou d'une enveloppe d'indemnisation, on pourra y revenir. La deuxième chose, c'est que cet accord, contrairement aux nouveaux accords, puisque c'est maintenant les standards de la Commission, doit faire l'objet de mesures miroirs, et cet accord n'a pas de mesures miroirs, de mesures de réciprocité qui permettraient de faire en sorte que les échanges puissent se faire, encore une fois, de manière loyale et sans distorsion de concurrence qui, évidemment, grève notre industrie. Alors, je n'ignore pas, et j'ai eu ces échanges avec d'autres représentants d'autres secteurs économiques, que pour les voitures, pour la tech, peut-être pour l'industrie, il peut y avoir des intérêts offensifs, mais tout le monde est très au clair quant au fait que l'agriculture est une des variables d'ajustement de cet accord. Je le dis aussi parce que cet accord nous paraît déséquilibré à travers un principe qui est ce fameux mécanisme de rééquilibrage, c'est-à-dire que non seulement on a un accord, mais toute évolution à venir de l'accord aurait des répercussions et la possibilité pour l'un ou l'autre des signataires de demander des compensations. Et donc on rentre dans un tunnel où on ne verra jamais le bout, et il me semble que le coût à payer pour notre continent est extrêmement fort, et évidemment c'est le cas pour notre pays. Alors, vous avez posé la question, Madame la Présidente, de savoir ce qu'on pensait des clauses de sauvegarde. Elles sont pour nous inefficaces à ce stade. D'ailleurs, je reprends le verbatim du Président de la République ou de la Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Madame Genevard, qui ont parlé très clairement de clauses de sauvegarde, de clauses miroirs, mais absolument pas de clauses de sauvegarde. Pourquoi elles sont, de notre point de vue, inefficaces ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elles sont aujourd'hui unilatérales, c'est-à-dire qu'à aucun moment, les pays du Mercosur n'ont validé leur accord quant à cette discussion autour des clauses de sauvegarde dites renforcées, et que donc c'est à ce stade un marché de dupes. La deuxième chose, c'est qu'on parle dans les clauses de sauvegarde des prix et des volumes, ce qui, sur le fond, est une bonne chose, mais qui, dans le contexte actuel, prévoit des standards annuels de plus ou moins 10%. Inutile de vous dire que dans un accord de cette nature, je pense que les autres pays auront à cœur de ne pas dépasser les 10% et tous les ans de venir s'alimenter en prix et en volume pour faire en sorte que ça ne déclenche pas et qu'en fait on puisse continuer à importer massivement. Alors vous avez interrogé, on parle souvent de la viande bovine, et je le dis devant la présidente de la Fédération nationale bovine qui m'accompagne, Patrick Bénézy, mais je pourrais vous parler de la volaille, on parle de 180 000 tonnes, de la viande porcine, du sucre, 180 000 tonnes, de l'éthanol, 450 000 tonnes, qui mettrait notre industrie à mal. Et là, évidemment, pour nous, c'est un casus belli. Donc, je l'ai dit, ces clauses de sauvegarde inefficaces. Quant à la perspective du fonds d'indemnisation, nous dit-on 6,2 milliards au moment où on se parle. On sait très bien que la négociation budgétaire dans le cadre de la politique agricole commune ne fait que commencer et qu'évidemment, elle est loin d'être aboutie. Donc, tout ça nous amène aujourd'hui à nous opposer fortement à cet accord. Et dans les 30 secondes qui me restent, je voudrais vous dire que nous nous sommes mobilisés auprès de l'ensemble de nos collègues européens
pour faire en sorte que, y compris dans les pays qui sont favorables, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, l'ensemble des agriculteurs qui se regroupent dans un syndicat qui s'appelle le COPA, qui siège à Bruxelles, qui représente les 27 États membres, nous avons tous co-signé dans les 27 pays une déclaration pour dire notre refus de voir ce sujet. Et donc notre préoccupation au moment où on se parle, c'est que va faire le président de la République, comment le gouvernement entend-il agir, quelle est la marge de manœuvre des députés français, mais on interrogera aussi les députés européens, et enfin comment on mobilise le monde agricole. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Madame Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Merci. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Messieurs les députés et chers collègues. Alors, Mesdames, Messieurs, la coordination rurale en appelle à votre responsabilité. L'heure est grave. Avec le traité du Mercosur, c'est un véritable agricide qui se prépare. La faillite annoncée de milliers d'exploitations françaises et la capitulation de la France face à la Commission européenne. En fragilisant durablement notre capacité à produire notre alimentation, ce traité condamne notre souveraineté alimentaire. Et au bout du compte, c'est bien le consommateur qui en paiera le prix. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres, mais dans tous les cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'en 2022, le déficit en biens agricoles de l'Union européenne avec le Mercosur atteignait déjà 30 milliards d'euros. Avec l'accord, ça sera pire. On a parlé d'afflux massif de viande, je ne rappellerai pas les tonnages. Le Brésil aussi, dans son plan de développement agricole, du moins celui de 2018-2028, prévoit des augmentations non seulement de production, mais surtout des augmentations d'exportation. 34% d'exportation en plus pour la production de viande bovine, 39% d'exportation en plus pour le porc, 26% de production de volaille de plus, mais 26% d'exportation de plus en volaille d'ici 2032. Des rapports prévoient aussi que la Commission européenne serait déficitaire de près de 5% de production par rapport à sa consommation d'ici 2032. C'est comme si l'Europe s'inscrivait dans une baisse de production compensée par des importations. La consommation mondiale de viande est en augmentation. Il suffit de lire les rapports brésiliens. En France, la balance commerciale de la viande, toute viande confondue, ne cesse de se dégrader, approchant un déficit proche des 3 milliards d'euros en 2023, alors qu'elle était positive de 770 millions d'euros en 2001. L'Europe doit pouvoir répondre à sa propre demande. Il faut sécuriser nos approvisionnements et ne plus être dépendant ou éviter cette dépendance aux pays tiers. Il faut juste aussi se rappeler l'embargo par rapport au soja en 1973. Alors, à qui profite le crime ? En tout cas, pas aux producteurs ni français ni européens. Par contre, oui, à certaines multinationales. Tereos, avec ses 7 usines au Brésil, pourra importer de ses filiales 180 000 tonnes de sucre sans droit de douane. JBS, Tyson Food contrôlent déjà 40% du marché mondial de la viande. Les géants céréaliers, ABCD, Archer, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus maîtrisent 70% du marché mondial. Ces acteurs fabriquent la volatilité des prix et condamnent nos exploitations. Tout ça est un non-sens environnemental et sanitaire. Je pense que c'est partagé par tous. D'autant plus que nous pouvons parler de clauses miroirs qui ne semblent et qui ne peuvent être effectives, étant donné le faible pourcentage de produits contrôlés. Le bon sens voudrait que nous importions uniquement ce que nous ne pouvons pas produire et que nous exportions nos surplus. Au lieu de ça, on va faire venir de la viande de l'autre bout du monde, boostée aux OGM et issue de la déforestation, alors même qu'un règlement européen prévoyait la non-importation de produits issus de la déforestation. Vous l'avez appris comme moi aujourd'hui, que ce règlement était, dont son application était reportée à 2026. Alors, la Commission européenne a signé unilatéralement ou à séparer unilatéralement l'accord commercial du volet politique. Autrement dit, nos parlements sont court-circuités. C'est un déni de démocratie et la preuve de l'impuissance française dans l'Union européenne. Concernant les clauses de sauvegarde, elles ne sont qu'une promesse dans cet accord. Il faut bien faire signer la France.
il faut aussi penser au mécanisme de rééquilibrage qui, lui, prévoit des sanctions financières en cas de baisse d'importation et de flux commerciaux. Un mot aussi concernant la réserve de crise de l'Union européenne que ne souhaiterait pas voir abondée pour justement venir en compensation de ces accords. Et dans mes 30 secondes qui finissent, juste dire que c'est le moment de faire acter l'exception agriculturelle. Comme en 1993, lors des négociations de l'Uruguay Round, dans le cadre des accords du GATT, la France avait refusé d'inclure les services de l'audiovisuel dans les accords de libre-échange. Elle avait imposé une clause d'exception culturelle, affirmant que la culture devait être exclue des règlements commerciaux classiques, avec une loi aboutie, votée le 1er février 1994. On attend ce courage politique. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur Quentin Leguy, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs. Je ne veux pas aller par quatre chemins. Chez Jeunes Agriculteurs, nous sommes fortement opposés au traité du Mercosur. Nous avons d'une part, ici en France et dans l'Union européenne, des agriculteurs de moins en moins nombreux et de moins en moins jeunes. Je pense que Jeunes Agriculteurs, si je ne le cite pas, d'autres le feront pas forcément à ma place, c'est 20% des agriculteurs ont moins de 40 ans. Nous avons d'autre part l'impact et une régularité des aléas climatiques qui explosent partout au sein même de l'Union européenne. Pour rappel, c'est 1 million d'hectares qui a brûlé cet été au sein même de l'Union européenne. Dans ce contexte, nous avons besoin d'une planification, de notre planification et de perspectives d'avenir et surtout pas d'accords de libre-échange qui bradent notre agriculture. Nous avons une Commission européenne qui, elle, semble jouer à un double jeu. D'une main, elle serre la main de Trump et du Mercosur, de l'autre, elle baisse le budget de la PAC pour les agriculteurs. Nous, chez JA, nous considérons pro-européens et nous attendons aujourd'hui une autre politique. On pourrait dire que nous marchons encore sur la tête avec une incohérence dans les normes. La France, Union européenne, impose des règles strictes aux agriculteurs, mais ouvre les marchés à des produits non conformes à celui-ci, produits que nous produisons déjà en quantité suffisante sur le territoire français et européen. Nous sommes aussi profondément préoccupés par les pratiques interdites en Europe associées aux importations. Usage de produits phytosanitaires interdits, déforestation illégale ou pratiques d'élevage. Sur les produits phytosanitaires, j'ai relevé un chiffre qui peut être parlant. Sur seule la culture du maïs au sein même du Brésil et de l'Argentine, c'est pas moins de 178 molécules autorisées, 178 sur la culture du maïs. Sur ces 178, 92 sont interdites au sein même de l'Union européenne et 138 de ces 178 sont interdits sur le territoire français. 138. Ça représente 77,5%, soit presque 80% des produits interdits sur le territoire français utilisés au sein même du Mercosur. Les clauses de sauvegarde qui ont été invoquées par les responsables actuels semblent pour nous inefficaces et incapables de protéger l'Union européenne. On a même envie d'en rajouter à quel coût, avec quel argent. Dans ces moments de sauvegarde, dans ces moments où il faut tous nous dire « nous serrons la ceinture », on nous met en face des clauses des clauses de sauvegarde où potentiellement il faudra payer. Payer qui? Payer les pays du Mercosur, payer les agriculteurs pour une défiance, une concurrence. Il va falloir, aujourd'hui on n'est pas suffisamment clair sur tout ça. Cet accord est une menace pour notre souveraineté alimentaire et notre capacité à relever les défis climatiques et du coup notre renouvellement des générations d'agriculteurs. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de nos gouvernements de protéger l'agriculture française et européenne. C'est pourquoi nous demandons, nous, jeunes agriculteurs, aux Européens, eurodéputés, de rejeter le texte sans ambiguïté et au président de la République, Emmanuel Macron, et d'en le faire le même avec ses homologues présidents européens, de s'y opposer aussi sans ambiguïté. Merci à vous. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur Stéphane Gallet, porte-parole national de la Confédération paysanne. Merci. Merci de nous donner la parole, Madame la Présidente. Je serai assez direct parce que nous, ce qui nous intéresse, au-delà des constats qu'on partage, c'est quelle stratégie collectivement on peut mettre en place pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette menace de l'accord UE-Mercosur. Vous le savez, nous, la Confédération paysanne, on est historiquement engagés contre les accords de libre-échange. Depuis toujours, on est d'accord avec les syndicats ici présents, mes collègues syndiqués, sur le fait que c'est un accord néfaste, que c'est un accord dangereux pour les éleveurs et les éleveuses, que c'est un accord
dans lequel les clauses de sauvegarde, les clauses miroirs ne permettront pas l'équité du commerce, que c'est un accord structurellement source de volatilité des prix, de dérégulation des marchés et de concurrence déloyale. Ça, sur les constats, on est d'accord. Et donc, on se félicite, nous, de voir naître un front commun, une voie commune avec l'ensemble des syndicats, une voie commune qui rejoint la position historique de la Confédération paysanne et son combat aussi pour la souveraineté alimentaire. Pour peu qu'on soit d'accord sur la définition de souveraineté alimentaire, on aura peut-être l'occasion d'en causer. Mais ce front commun, on ne peut pas être efficace sans convergence avec les citoyens et les parlementaires. Pour pouvoir espérer que la France sorte des ambiguïtés et assume une position ferme, que le président Macron assume aussi ses promesses, celles qu'il avait tenues la main sur le cœur, par exemple, au Salon de l'Agriculture, c'est-à-dire s'opposer fermement et définitivement à l'accord du Mercosur, on doit pouvoir établir un front commun large, encore une fois, avec les citoyens et vous, les parlementaires. Et pour qu'un front commun fort soit le socle d'une stratégie gagnante contre cet accord de Mercosur, il faut aussi sortir des postures et des incohérences. Il faut des actes clairs. On ne peut pas être contre l'accord UE-Mercosur et pour les politiques du moins-disant. On ne peut pas revendiquer de protéger notre agriculture et de l'autre côté pousser des mesures accélérant la course à la compétitivité en demandant l'autorisation des pesticides interdits, déréglementant les OGM, détricotant les droits sociaux. Jusqu'où allons-nous aller pour espérer rester compétitifs? Doit-on s'aligner sur les salaires à 1 € de l'heure? C'est ça l'avenir, c'est ça qui a été porté aussi au moment de la loi du plomb. On ne peut pas défendre des intérêts des agriculteurs et aussi en même temps avoir des ambitions pour les entreprises d'agro-industrie implantées au Brésil, comme c'est le cas pour le groupe Avril, présidé par le président Rousseau, ici présent. C'est l'orchestration d'une stratégie volontairement perdante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une stratégie gagnante. Bloquer l'accord du Mercosur, c'est d'intérêt général. Cela ne concerne pas uniquement notre corporation, mais toute notre société. Ça déstructure nos territoires, ça déstructure notre agriculture, ça tue les paysans et les paysannes. Encore une fois, les décideurs politiques doivent avoir le courage de la clarté. C'est ça que je viens vous dire ici aujourd'hui. Vous aussi, parlementaires, vous devez avoir le courage de la clarté et assumer une position politique courageuse. Vouloir abaisser nos normes pour se battre sur des marchés mondiaux, comme avec la loi du plomb, ou protéger un modèle agricole de qualité et donc réguler les marchés. C'est ça le choix à faire. La seule position politique est d'avoir une position claire contre l'accord du Mercosur, sans ambiguïté, sans compromis, sans compromission. Il n'y a pas de clause de sauvegarde, de clause miroir salutaire. Il ne peut pas y avoir de trahison des éleveurs et des éleveuses, je le dis avec gravité. Il ne peut pas y avoir de trahison des éleveurs, des éleveuses et des filières. Donc effectivement, on appelle à un front commun, on appelle à faire bloc, tous ensemble, un front commun large, encore une fois avec les citoyens et les citoyennes, les parlementaires, le monde professionnel agricole, et qui nous rejoignent. Nous, on appelle aussi à nous rejoindre dans notre mobilisation du 14 octobre pour faire face à cet accord du UE-Mercosur mortifère. Merci. Merci, monsieur le porte-parole national. Je passe maintenant la parole à monsieur Nicolas Guittard, secrétaire national du MODEF. Merci. Voilà. Bonjour, madame la présidente des affaires économiques. Bonjour, monsieur le député, madame le député. Bon, tout d'abord, je ne vais pas faire si long que tous mes confrères, parce qu'on est d'accord sur pas mal de sujets. On sait très bien que ce qu'on revendique le MODEF, on va dire qu'il est temps actuellement de sortir de l'agriculture de tous les accords de libre-échange. Ça, on veut que vous vraiment vous en preniez conscience. Les agriculteurs, il ne faut pas oublier, il y a 1 an et demi, on était tous dehors pour réclamer un revenu décent qui pourrait être réalisé grâce à la régulation des marchés. Au lieu de cela, la Commission européenne négocie à tout va la libéralisation de l'agriculture au nom des 27 États membres. Une fois de plus, l'Union européenne choisit d'abandonner et d'ignorer ceux qui nourrissent à l'encens, ceux qui nous nourrissent, si vous voulez, à l'encens, pardon, excusez-moi, de la ratification de l'accord Mercosur. En décrivant le cadre commercial avec les États-Unis,
et en annonçant en même temps une baisse de 22% du budget de la PAC pour 2027, le MODEF appelle les eurodéputés et les États membres de l'Union européenne à rejeter les traités de libre-échange et de défendre les paysans et paysannes. La Commission européenne vient d'utiliser le 3 septembre une entourloupe supplémentaire pour imposer le traité de libre-échange entre Union européenne et pays Mercosur. Comme on l'a dit parmi nous tous les tonnages qui sont prévus, que ce soit en viande bovine, en volaille, en tonnes de miel et j'en passe, ils constituent une grave menace pour l'agriculture française et met une concurrence déloyale avec des normes environnementales, sociales et sanitaires différentes, qui sont inacceptables par rapport. Nous, il nous faut être plus blanc que blanc, et derrière, on va nous nourrir avec quoi? Ça, j'espère que tout le monde en est bien conscient, et c'est ça qu'on trouve vraiment dommage au sein du MODEF. Selon les prévisions de la Commission européenne pour les marchés agricoles publiées en 2025, la production de viande bovine dans l'Union européenne devrait baisser de 1,3%. En début de l'année, les 3 plus gros pays producteurs ont déjà enregistré une diminution de leur production de viande de 4,1% pour la France, 4,8% pour l'Espagne, 5,2% pour l'Allemagne. Cette baisse devrait se poursuivre également en 2026, en raison de la diminution du cheptel. Le 1er juillet 2025, la France comptait 2,4% de vaches allaitantes en moins par rapport à 2024. Cette année, les différentes maladies, la MHE, la FCO et la DNC qui viennent d'apparaître ont entraîné des problèmes de reproduction et de diminution des naissances. La baisse de la production de viande a conduit à une diminution des exportations de 7,6% en janvier et avril par rapport à 2024. Mais cette importation devrait, elle, augmenter de 5% en 2025. L'an passé, les importations de viande bovine avaient connu une hausse de 8,3%. La clause de sauvegarde annoncée sont juridiquement complexes à mettre en œuvre pour la viande bovine et d'autres. On se demande comment vous allez vraiment pouvoir gérer cela. Lors de notre conférence de presse, nous avions demandé au Parlement européen et à la France de formuler une requête en nullité auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Les parlementaires français doivent s'en emparer pour refuser ce nouveau diktat de la Commission européenne. On vous en remercie, le MODEF vous remercie, car 80 députés ont déposé le 15 septembre une proposition de résolution européenne visant à enrayer le processus de ratification de l'accord, lancé le 3 septembre par la Commission européenne. Le MODEF appelle tous les États à quitter l'OMC immédiatement. Il faut créer un nouveau cadre international pour l'agriculture et le commerce fondé sur la souveraineté alimentaire des peuples. Car il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, on nous disait aux éleveurs qu'on voulait créer une souveraineté alimentaire. Où c'est parti? Où c'est venu? Où on en est? Qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture française? Qu'est-ce qu'on promet à nos éleveurs? Le problème, c'est ça que je voudrais que vous vous empariez. Merci. Voilà. Merci bien. Merci, monsieur le secrétaire national. Donc, nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupes parlementaires. Donc, nous commençons pour le groupe du Rassemblement national avec monsieur Hervé Delépinot. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales agricoles. Nous vous auditionnons aujourd'hui alors que Bruxelles tente d'imposer par la force l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur. Le 3 septembre dernier, la Commission européenne a en effet lancé de manière officielle le processus de ratification, malgré la colère des agriculteurs européens, et propose par ailleurs de réduire l'enveloppe PAC de la France de 2 milliards d'euros. Sur le fond, cet accord organise le pillage méthodique de notre agriculture par la promotion d'une concurrence déloyale. Les chiffres sont clairs, 100 000 tonnes supplémentaires de bœuf sud-américain à droit réduit, 180 000 tonnes de volailles en duty-free et une brèche énorme sur les biocarburants, avec 650 000 tonnes d'éthanol, dont 450 000 totalement libres de droit et 200 000 à tarif réduit.
En résumé, l'Europe veut nous imposer l'importation massive de produits qui ne respectent ni nos normes sociales, ni nos exigences sanitaires, ni nos contraintes environnementales. Dans le même temps, l'ANSES impose aux agriculteurs français de nouvelles restrictions sur les produits phytosanitaires. Bruxelles multiplie les obligations bureaucratiques et l'État alourdit les charges fiscales et sociales pour nos exploitations. Résultat, les vins chiliens et argentins à bas prix gagnent du terrain dans les rayons des grandes surfaces. Ils échappent à la plupart de nos contraintes environnementales et bénéficient d'un coût du travail bien plus faible. Et les viandes sud-américaines, produites avec des farines animales et des molécules interdites en Europe, pénètrent nos marchés à prix cassé. C'est une distorsion de concurrence manifeste. À l'excellence et au sacrifice de nos producteurs français, on oppose le dumping agricole sud-américain. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national propose de revenir à une mesure de bon sens, instaurer un moratoire sur tous les accords de libre-échange et redonner la parole au peuple sur ces sujets d'intérêt majeur. La semaine dernière, la Suisse et ses partenaires de l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, ont signé à Rio un accord avec le Mercosur, supprimant les droits de douane sur 95% de leurs exportations. Mais à la différence de la France et de l'Europe, cet accord sera soumis à un référendum populaire. Là-bas, le peuple tranche, ici, l'oligarchie contourne. Ce que Bruxelles tente aujourd'hui avec le Mercosur rappelle le douloureux précédent de 2005. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les Français ont déjà dit non au Mercosur à 2 reprises, en plaçant tout d'abord le Rassemblement national en tête des européennes et des législatives de 2024. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a dit non au traité en novembre dernier. Même le président de la République avait promis d'opposer le veto de la France. Pourtant, la Commission européenne persiste dans son passage en force. Face à cette nouvelle débâcle, nous voulons saluer l'engagement constant des syndicats agricoles, dont vous êtes ici les représentants. Vous alertez depuis des années sur ce désastre annoncé. La FNSE appelle d'ailleurs à une journée nationale d'action le 26 septembre contre le Mercosur. Et d'autres initiatives suivront si le gouvernement continue de se soumettre à Bruxelles. Notre ligne est claire. Produire en France, protéger nos paysans, garantir notre sécurité alimentaire. Un pays qui n'assure pas sa souveraineté agricole n'est pas un pays libre. Aussi, ma question est très simple. Êtes-vous favorable à un moratoire sur les accords de libre-échange ? Merci, Monsieur de Lépinot. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Marie Lebec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales pour ce propos introductif. Vous avez rappelé vos oppositions qu'effectivement on avait déjà entendu dans le débat public et les principaux arguments qui venaient les étayer. Ce débat autour du Mercosur, c'est un débat qui est généralement hautement inflammable. Mon propos, c'est pas tant de faire un plaidoyer, mais d'essayer de faire un petit peu avec vous de la prospective. Le groupe Ensemble pour la République est attaché à une Europe qui protège, mais qui ouvre aussi des perspectives à nos filières agricoles. Et vous avez raison, le Mercosur, ça suscite beaucoup d'inquiétudes légitimes qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main et qu'il faut, je pense, en tout cas, auquel il faut essayer d'apporter des réponses claires et des réponses politiques. Je voudrais vous amener à faire cette question de la prospective, parce que il se peut déjà que l'accord, malgré l'opposition de la France, passe. Et également, puisqu'on peut quand même tirer des enseignements d'accords passés. Je pense notamment au CETA, qui avait fait l'objet de nombreuses craintes lors de sa ratification. Vous avez auditionné, vous nous aviez parlé des points sur lesquels vous doutiez. Mais on a quand même des résultats pour nos exportations agroalimentaires vers le Canada qui ont progressé. Et je pense notamment, par exemple, à la filière des produits laitiers et fromages européens qui a vu leur ventre croître avec plus de 62% vers le Canada. Et on sait que la France, pour la France, la filière laitière, c'est 9,2 milliards d'euros d'exportation en 2024 et un solde positif de 3 milliards d'euros. Dès lors, je voudrais faire une question courte pour vous laisser le temps de répondre, mais à partir de ce précédent du CETA, et dans le cas où, bien sûr, cet accord venait à être ratifié, est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être un peu plus sur les filières qui seraient éventuellement bénéficiaires et celles qui seraient plus fortement impactées, même si vous en avez déjà cité quelques-unes? Et par ailleurs, vous avez beaucoup évoqué le sujet de la difficulté de la mise en œuvre de clauses miroirs ou des clauses de sauvegarde. Est-ce que vous pourriez peut-être plus concrètement préciser ce qui vous semble poser problème dans le respect, pour que nos normes de production soient respectées? Je vous remercie. Bien, merci Madame Lebec. Donc Monsieur Arnaud Rousseau, alors en 1 minute, je suis désolée, ce sera la même chose pour tout le monde. Merci. Merci Madame la Présidente. Bon, pour répondre sur les clauses miroirs et mesures miroirs, d'abord nous on est favorable à des mesures miroirs parce qu'elles s'appliquent de manière unilatérale à tous les accords, quels qu'ils soient. On préfère ça à des clauses.
Ensuite, tout le monde comprend bien que quand on utilise de l'œstradiol, d'ailleurs, on sait depuis quelques semaines que le Brésil va interrompre ses exportations de femelles en viande bovine parce qu'on y retrouve des traces beaucoup trop importantes. Donc le sujet, c'est la réciprocité. Je le redis, vous faisiez mention du CETA. Le CETA, jusque-là, effectivement, se passe correctement, mais le Canada s'est vu fermer le marché américain. Moi, je vous donne rendez-vous, Madame la députée, dans 2 ans pour voir si la porte qu'a laissée ouverte l'Europe, finalement, est une garantie suffisante. Je le redis, l'enjeu pour nous, encore une fois, c'est pas l'absence d'échange. Et puisqu'on m'interrogeait sur la souveraineté, nous, la souveraineté, c'est pas le repli sur soi ni l'autarcie. La souveraineté, c'est la capacité à échanger avec d'autres pays de la planète en protégeant ses intérêts. C'est aussi ça le rôle d'un pays, et c'est ce que devrait faire l'Union européenne. Vous avez posé une question, vous nous avez interrogé, monsieur le député, sur ce qu'on pense à un moratoire sur les accords de libre-échange. Évidemment, à court terme, on peut échanger sans accord de libre-échange, et nous, on est favorable à ce que l'agriculture ne soit pas la variable d'échange permanente. Je lis parce qu'on a un accord sur l'Indonésie qui vient, un préaccord qui vient d'être signé sur l'Indonésie. Merci. Oui, vous faites bien de rappeler par ailleurs, c'est demain, je crois, que se conclut cet accord avec l'Indonésie. Madame la présidente Le Floch, merci. Alors rapidement, déjà un mot sur le CETA. Comme mes collègues de droite, si on demande l'exception agriculturelle, c'est bien sortir l'agriculture des accords de l'EMC. Juste dire que le CETA, oui, c'est 15 000 tonnes de potentiel d'export en produits laitiers vers le Canada, mais 15 000 tonnes aussi qu'on a signées en provenance de Nouvelle-Zélande. Donc quand on parle d'environnement et qu'on favorise tous ces échanges, c'est un non-sens. Dire aussi, comme je l'ai dit dans mes propos préliminaires, ça bénéficie aux multinationales. Quand vous avez Lactalis qui fait partie de ces bénéficiaires pour aller à l'export au Canada, que vous avez Lactalis Canada qui était bénéficiaire d'une subvention du gouvernement canadien de plus de 3 millions de dollars, c'est bien qu'il bénéficie du beurre et de l'argent du beurre. Dire aussi que ces accords avec le CETA ne sont qu'en exécution provisoire et que leur agence sanitaire européenne a demandé à ce que on regarde si l'acide acéta-peroxyacétique n'était pas si nocif que ça pour les viandes exportées chez nous. Merci. Madame la présidente, monsieur le secrétaire général Le Guillou. Oui, merci. Pour aller rapidement sur le volet moratoire, oui, dans un court terme. Maintenant, ce qu'il faut vraiment prendre en considération pour nous, pour JA, nous sommes pour le libre-échange tant qu'il est régulé et à égal entre tous les agriculteurs. Pour un exemple, on produit entre 120 et 130, 140% de nos besoins en blé ici sur le territoire français. Donc je suis producteur de blé, je suis content qu'il y ait de l'exportation, je suis content qu'il y ait des flux entre les pays parce que ça crée de la richesse et moi, ça me permet de vendre mon blé. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est qu'est-ce qui rentre chez nous, qu'est-ce qu'on envoie, mais à quel coût et quel impact ça a sur nos exploitations. Donc un moratoire pour tout poser, oui, mais regardons plus loin et sûrement avec des mesures miroirs qui derrière permettent de venir fermer les produits s'ils ne respectent pas le standard français. Sur le volet du Mercosur, oui, il y a eu des choses qui ont fonctionné sur le côté lait. Là où le Canada est peut-être moins menteur que les pays Mercosur, c'est qu'aujourd'hui on arrive à contrôler le flux de viande qui en sort du Canada et qui rentre en France, qui est néant, parce qu'aujourd'hui, le Canada n'est pas capable de respecter le cahier des charges français. Merci, monsieur le secrétaire général. Monsieur le porte-parole national, monsieur Gallet. Oui, nous, par rapport à la souveraineté alimentaire, notre définition, c'est le droit des peuples à contrôler leur alimentation et leur agriculture, et donc une volonté d'autodétermination. Donc on est plutôt favorable à ce que les populations soient consultées. N'empêche qu'un moratoire, c'est une suspension. Nous, on est plutôt favorable à une opposition ferme et franche. Ça, c'est pour la première question. Sur les filières de produits laitiers, en fait, jamais c'est redescendu dans la poche des paysans et paysannes. La réponse est là, c'est clair. À aucun moment, c'est redescendu dans les fermes. Donc, quel est l'intérêt, à part faire grossir l'enrichissement de Lactalis? Je vois pas. Et puis sur les clauses miroirs, elles sont d'abord difficiles à contrôler. C'est très difficile à contrôler la traçabilité et l'application de ces clauses. Et puis ça ne va pas jusqu'au bout. Encore une fois, quid des conditions sociales et quid de la mise en concurrence aussi via des facteurs comme la structuration foncière. On n'a pas la même structuration foncière en France ou dans les pays du Mercosur. En tout cas, ça nous paraît largement insuffisant, encore une fois, pour avoir une équité de commercialisation.
Merci, monsieur le porte-parole national. Monsieur Guittard, monsieur le secrétaire national. Oui, en ce qui concerne tout ce qui est clause miroir, tout ça, vous savez, vous l'avez très bien compris, on est vraiment opposé à tout ça. Il faut que ce soit vraiment, mais vraiment très bien réfléchi en faveur des agriculteurs français et européens. Parce qu'il faut vraiment qu'on se réveille de ce côté-là pour la souveraineté alimentaire. J'entends certains collègues qui disent qu'ils parlent de la souveraineté alimentaire au niveau national, mais il ne faut pas oublier qu'on est en Europe et qu'on voulait parler surtout de la souveraineté alimentaire européenne. Et si on commençait déjà aussi par ça, par nous-mêmes, ça serait peut-être bien. Merci, monsieur le secrétaire national. Alors, j'en arrive aux deux prochains orateurs. Pour le groupe de la France Insoumise, monsieur Arnaud Le Gall. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales agricoles, la validation début septembre de l'accord de libre-échange du Mercosur par la Commission est la dernière étape avant sa ratification. Cette situation appelle une mobilisation claire des opposants à cet accord. Je dis mobilisation claire tant les faux-semblants ont mené dans l'impasse. Je dis faux-semblants parce que, tout en faisant mine de s'opposer à cet accord, les gouvernements et le président n'ont jamais retiré l'appui de la France au mandat de négociation de la Commission. La colère montant dans le monde agricole, les gouvernements nous ont expliqué que désormais ils étaient contre l'accord en l'état. En l'état, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contre le principe de l'accord, mais qu'ils étaient pour que quelques illusoires clauses miroirs. Après que le président ait dit en 2019 « l'accord est bon ». Poudre aux yeux, puisque ces clauses étaient pour la plupart inapplicables. Je prendrai un seul exemple. La Direction générale de la santé de l'Union européenne a elle-même reconnu qu'on ne pouvait pas détecter la présence d'hormones dans la viande brésilienne. Surtout, aucune clause ne peut changer le cœur, le principe d'un accord qui, dans son principe, met en compétition des modèles de production agricole radicalement différents, s'agissant notamment des prix du foncier, des conditions environnementales et des salaires pour les exploitations qui ont des salariés. Donc si certains secteurs des services, de l'industrie et de l'agro-industrie pensent tirer leurs épingles du jeu et tireront leur épingle du jeu, tout le monde ici s'accorde sur le fait que la grande majorité des agriculteurs ont tout à perdre dans cette compétition biaisée. Et c'est notre souveraineté alimentaire qui est déjà mise à mal et qui est menacée, notamment parce que cette souveraineté, elle suppose une diversification des productions. Vous avez parlé du CETA, vous n'avez pas parlé des conséquences sur la moutarde, sur la lentille, etc., sur les lentilles, etc., qui sont désastreuses. Pour ces raisons, à la France Insoumise, nous militons contre cet accord tout court, avec ou sans clause. Je rappelle qu'en novembre 2024, au moment où les négociations sur le Mercosur s'accéléraient à la demande de l'Allemagne, le gouvernement Barnier avait jugé irrecevable notre projet de résolution, invitant le gouvernement à refuser la ratification de l'accord UE-Mercosur, parce que justement, on dénonçait l'accord dans son ensemble. Avec l'accord tacite des gouvernements successifs, la Commission a donc continué à balader tout le monde. Et comme prévu, elle a séparé l'accord en deux pour qu'il ne soit pas soumis à la ratification des parlements nationaux. Et l'accord qui vient d'être validé ne s'embarrasse même plus de clauses miroirs. On a de vagues clauses de sauvegarde agricole, donc vous avez dit qu'elles étaient totalement inefficaces et illusoires. Pour s'opposer à cet accord sur le plan institutionnel, il reste des leviers politico-juridiques, comme par exemple la saisine de la Cour de justice européenne, qui aurait au moins le mérite de suspendre l'application de l'accord pour toute la durée de la procédure, et d'autres procédures que je ne vais pas détailler ici, mais comptez sur nous pour utiliser à l'Assemblée comme au Parlement européen. Nous sommes le seul groupe à avoir voté contre tous les accords de libre-échange. Comptez sur nous pour utiliser tous les leviers institutionnels existants. Quoi qu'il en soit, si on veut vraiment bloquer cet accord, il faut établir un rapport de force sur des bases claires. Donc ma question est simple. Comment voyez-vous la suite des mobilisations contre cet accord? Et je le dis, si cet accord est par malheur adopté, il faudra désobéir parce qu'il en va de notre souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Merci, monsieur Le Gall. Pour le groupe socialiste, madame Mélanie Thomas. Merci Arnaud. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en basculant en faveur de la signature du Mercosur, le Président de la République et son gouvernement trahissent leurs paroles et abandonnent de fait progressivement la position de la France. Désormais, ils brisent l'unité politique qui s'était constituée en opposition au traité et ne sont pas à la hauteur des enjeux de notre souveraineté alimentaire. Dans les Échos du 4 septembre, Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur, déclare que la France n'est pas opposée par principe à cet accord, tandis que Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, estime que la Commission a entendu les réserves de la France. Pourtant, ce n'est pas du tout la position initiale lors de nos discussions parlementaires d'il y a quelques mois avec les ministres en charge de ce dossier.
Vous conviendrez, mesdames et messieurs les représentants de syndicats agricoles, que nous partageons le même constat d'abandon à l'égard du monde agricole, préoccupé légitimement par la déflagration que constituerait la ratification d'un tel accord sur le terrain. J'en conclus que le gouvernement souscrit encore une fois à l'appel du président du MEDEF, Patrick Martin, qui exprimait lui aussi en juillet dans Les Échos son fervent soutien au traité, privilégiant ainsi d'autres industries à l'agriculture. Ce ne serait pas la première fois que la position de cette organisation patronale prévaut au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt national. J'en veux pour preuve l'échec du conclave sur les retraites. Le président de la République s'est à nouveau rangé dans le camp du néolibéralisme, celui d'une mondialisation déraisonnée, et nous l'appelons donc à revenir sur la position défendue par la France et partagée par l'immense majorité des groupes à l'Assemblée nationale. En effet, le 30 janvier dernier, cette Chambre votait à l'unanimité la proposition de résolution européenne dont j'étais la rapporteure, aux côtés de Dominique Potier, contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur pour le renforcement de mesures miroirs pour protéger notre agriculture, nos agriculteurs et notre souveraineté alimentaire. Le gouvernement avait acquiescé à cette opposition unanime contre l'accord ainsi qu'aux mesures miroirs que nous proposions dans cette PPRE. À savoir créer un cadre réglementaire en adoptant les normes de production aux exigences européennes, préserver la santé humaine, environnementale, le bien-être animal, protéger le revenu des agriculteurs, mais aussi inverser la charge de la preuve pour que les pays exportateurs, que les conditions de production correspondent aux normes européennes et que ces pays exportateurs se plient au principe de réciprocité. Ce qui est certain, c'est que les clauses de sauvegarde annoncées pour répondre aux craintes légitimes des agriculteurs ne sont que des leurres. Ce sont des artifices économiques qui ne régulent en rien les importations et ne répondent pas au fond du problème, c'est-à-dire la concurrence déloyale. J'avais deux questions à vous poser. Outre les clauses de sauvegarde révélées qui ne sont pas la solution attendue, vous l'avez bien dit, nous apprenons que la Commission européenne entend créer un fonds d'ajustement d'1 milliard dans la PAC pour accompagner les filières. Qu'en pensez-vous ? Et existe-t-il une unité possible du monde agricole à l'échelle européenne? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président Rousseau. Merci. Donc, pour répondre directement aux questions, quel est notre mode opératoire? D'abord, vous l'avez dit, il y a une action le 26 septembre prochain, parce que nous, on veut attirer l'attention de l'opinion publique sur le moment dans lequel nous nous trouvons, avec 3 cibles qui sont évidemment le président de la République, puisqu'on est clairement dans son domaine réservé, on est sur le volet international, et donc on attend évidemment qu'il se positionne très clairement. Le Premier ministre et son gouvernement démissionnaire ou le futur gouvernement sur les modalités à faire. Et 3, évidemment, je l'ai dit, l'opinion publique. Ensuite, au niveau européen, convaincre, et c'est ce que nous faisons avec nos autres collègues, leurs États membres, qu'il y a besoin de se mobiliser. Deuxième volet, les eurodéputés, puisqu'il y aura un vote des eurodéputés, et donc là, au niveau national, et c'est ce qu'on fera le 26, un certain nombre d'eurodéputés seront sollicités pour se positionner clairement sur les choses à faire. Et puis, évidemment, le volet de la justice, avec la saisine de la Cour de justice européenne, pour voir si cet accord mixte est bien calibré, parce qu'à ce stade, on ne sait pas de quel accord il s'agit. Pour répondre à Mme Thomas, le fonds d'ajustement d'1 milliard, ce n'est pas suffisant. On a déjà des fonds d'urgence aujourd'hui qui ne suffisent pas. Et sur l'unité professionnelle, je l'ai redit, les 27 syndicats du COPA se sont tous positionnés unanimement. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Le Floch. Alors, juste rappeler que lors d'une réunion organisée par le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, c'était en mai 2016, il nous avait été annoncé que dans les offres d'échange entre l'Union européenne et le Mercosur, négociations qui reprenaient, la viande bovine était considérée comme un intérêt défensif, mais au final, il s'était replié. Et il n'y avait pas eu d'exclusion de la viande bovine, mais on s'était orienté vers des quotas avec des droits réduits, passant de 40% à 7%. Donc on attend du ministre délégué extérieur, même si Laurent San-Martin n'est pas opposé à ces échanges, je pense que nous avons tout un travail à faire à son niveau, parce que justement, il doit aller dans l'intérêt général. Sur l'inversement de la charge de la preuve, nous avons la même position. Et sur le fonds d'urgence, déjà, nous sommes totalement opposés à inclure l'agriculture dans les accords de libre-échange. Et donc, pas question que la PAC vienne verser des compensations aux agriculteurs qui seraient lésés. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire général Le Guillot. Merci.
Pour répondre aussi, nous, chez Jeunes Agriculteurs, nous avons fait le choix aussi de suivre la FNSEA pour le 26. Ce qu'il faut prendre juste en considération, c'est qu'actuellement, les agriculteurs ont plutôt le moral très très bas. Énormément de travail encore sur les exploitations pour les 3/4 des agriculteurs. Ce qu'il faut juste prendre en considération, c'est que si le Mercosur a continué, nous sommes partis pour un 2024 bis, avec des milliers d'agriculteurs sur les routes qui pourraient retourner. Et s'il faut aller rendre une visite à Bruxelles, Jeunes Agriculteurs est prêt à aller se rendre avec les pays voisins de l'Union européenne à Bruxelles pour faire entendre notre voix à Madame von der Leyen. Aligné aussi avec tous les autres pays, du moins pour les syndicats des jeunes. Nous avons le CEJA, les jeunes européens qui, eux aussi, ont co-signé avec le COPA sur le non au Mercosur. Donc les agriculteurs jeunes aussi de l'Union européenne sont alignés. Et pour finir sur le milliard, bien entendu que non, ce n'est pas assez. Et pour l'instant, ce n'est pas ça que nous sommes en train de demander. Nous sommes sur le non du Mercosur et non pas pour une dépense publique supplémentaire pour aller peut-être compenser des pertes de certains pays. Voilà, l'argent, je pense que l'Union européenne et les agriculteurs français en ont plus besoin que les pays du Mercosur en attendant. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le porte-parole national, Monsieur Ganet. J'y ai déjà un peu répondu en introduction, mais pour établir des rapports de force clairs, en tout cas, on ne peut pas être sur un repli corporatiste. On représente 3% de la population. C'est des enjeux qui dépassent aussi la corporation agricole, puisque c'est des enjeux d'alimentation, encore une fois de souveraineté alimentaire. Donc on a besoin d'un front large, on a besoin du soutien des citoyens et des citoyennes, qui l'ont déjà fait d'ailleurs pendant les colères agricoles, qui ont aussi signé une pétition de 2,5 millions de signataires contre la loi du plomb. Donc il faut un pacte sociétal clair. Et on ne peut pas soutenir, encore une fois, des lois de compétitivité qui accélèrent, qui vont vers plus d'exportation, enfin qui tendent à plus d'exportation, et en même temps s'opposer au Mercosur. Donc nous, on sera mobilisés justement sur ces bases élargies, et un message aussi aux parlementaires, on espère qu'ils nous rejoignent dans notre mobilisation du 14, mais il faut aussi qu'ils soient clairs. Là, il va y avoir un débat parlementaire, encore une fois sur la loi du plomb, il faut aussi avoir un message clair aux paysans, aux paysannes. Et puis, au niveau européen, on fait partie de l'ECVC, l'Union européenne de la Via Campesina. Pardon. Ouais. Je vous laisse 5 secondes. Et on agit au nom des paysans et des paysannes ici en Europe, mais aussi de ceux en Amérique du Sud. On a d'ailleurs gagné à la Cour de justice européenne contre l'accord du Maroc. Malheureusement, il n'est pas mis en œuvre. Monsieur le secrétaire national, Monsieur Guida. Oui, en ce qui concerne les mobilisations, je pense qu'il faudrait qu'on se réveille et qu'on tienne compte vraiment, je parle à mes chers collègues, qu'il ne faut pas oublier qu'on représente combien d'électeurs, là, rien qu'à nous. On en oublie certains, des agriculteurs qui n'ont pas voté de ce côté-là. Il faudrait peut-être en tenir compte un petit peu d'eux. Et je pense qu'ils sont prêts à sortir, beaucoup. Donc, si on n'est pas capable de montrer une union entre nous, déjà, à la place de chacun arriver à faire sa petite manifestation de son côté, on parle pour l'agriculture et pour les éleveurs, là. C'est surtout ce que je voudrais signaler de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a toujours fait un appel, et qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à faire un appel pour pouvoir se mobiliser et arriver à s'entendre, tous. Voilà. Et après, je pense qu'il serait plutôt temps de bien réfléchir sur la PAC, à la place de faire des baisses, comme c'est prévu, de réfléchir sur quelque chose d'intelligent pour que l'agriculture française et européenne continue à vivre et continue à donner l'espoir à nos éleveurs de pouvoir retrouver un revenu décent. Merci. Alors, j'en arrive donc aux 2 prochains orateurs de groupe parlementaire. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Julien Dive. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président et Messieurs les vice-présidents, secrétaires généraux, porte-parole des différentes entités représentées. Merci pour cette table ronde parce que je crois que les 2 sujets, il n'y en a pas 15, les 2 sujets qui vont bouleverser notre agriculture française et européenne dans les mois qui viennent, c'est la PAC, vous venez de le dire monsieur, c'est le sujet de la PAC et sa déclinaison dans nos territoires avec tous les enjeux qu'il y a d'ailleurs et les perspectives de nouveaux entrants et tout ce que ce risque cela peut supposer.
et donc le Mercosur, traité de libre-échange et le Mercosur en question. Je ne vais pas non plus passer par quatre chemins, Quentin, sur le sujet. Le groupe que je représente a toujours été hostile et opposé à ce traité. Et comme nous l'étions sur le CETA, nous avions voté contre. Nous sommes contre ce traité de libre-échange pour plusieurs raisons. D'abord, la forme est discutable largement, puisque ça a été redit, et il est quand même assez inacceptable que les parlements nationaux ne puissent pas s'exprimer sur la question. On comprend bien pourquoi. Et puis sur le fond. Sur le fond, je voudrais aussi avoir deux messages. Premièrement, l'histoire du fonds d'indemnisation, c'est la pilule. C'est la pilule pour faire avaler les concessions. Les agriculteurs n'ont pas besoin de pilule. Les agriculteurs ont besoin de revenus pour vivre, et pour vivre et travailler, quel que soit leur modèle, que ce soit en bio, que ce soit en conventionnel, que ce soit en transition, ils ont aussi besoin d'outils. Et c'est d'ailleurs, j'entends certaines lois qui sont décriées, je respecte les positions des uns des autres, mais c'est d'ailleurs l'objectif qu'on a au niveau national, de garder, de préserver des outils pour le monde agricole, pour ne pas se retrouver en distorsion de concurrence au sein de l'Union européenne, d'une part, mais surtout en situation de distorsion de concurrence au regard des offensives commerciales que nous pourrions subir avec de tels traités tels que celui du Mercosur. Et c'est vraiment une vision d'ensemble qu'on doit avoir, j'insiste là-dessus, parce que ce qu'on s'interdit, les normes que l'on fixe à juste titre pour la santé publique, pour bien des sujets, que ce soit en élevage notamment, c'est tout ce qu'on ne pourra pas contrôler de ce qui sera importé demain. Et d'ailleurs, il y a eu des études, il y a un audit qui a été fait en 2024 sur la question qui démontrait clairement qu'on serait incapable d'appliquer, de mesurer, de contrôler les clauses miroirs qui seraient élaborées. Moi, j'ai deux questions qui me viennent en tête. D'abord, comment la Commission peut-elle prétendre défendre la santé et le climat quand elle prépare un accord qui va donc importer des hormones que nous interdisons, des pesticides qui ont été aussi bannis au niveau européen dans notre sol, et une déforestation massive qui va s'accélérer. Et le deuxième sujet, on a tous lu dans le contexte hier que le groupe des pays opposés qui cherchent à créer une minorité de blocage s'était réuni. On a pu voir les différentes positions des uns des autres. J'ai un doute quand même sur l'Italie, je le dis très clairement. Je me méfie de la position italienne et du revirement. J'aimerais savoir, au-delà du COPA-COGECA, comment vous réussissez-vous en tant que syndicat à vous entendre avec vos partenaires du socle des minorités de blocage. Merci, Monsieur Dive. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur François Ruffin. Merci, Madame la Présidente. Délégué à d'autres, notre alimentation est une folie. C'est le président de la République qui déclarait ça pendant la crise Covid. Depuis, le CETA, accord avec le Canada, est entré en vigueur sans être ratifié par notre Parlement. Ce matin, un accord a été conclu entre l'Union européenne et l'Indonésie et évidemment l'accord Mercosur avec l'Amérique du Sud qui fait plusieurs victimes. La première victime, c'est l'agriculture, avec des droits de douane baissés de 91%, des fermes-usines 15 000 fois plus grandes là-bas que chez nous, des salaires à 350 €. La deuxième victime, ce sont l'environnement et notre santé, avec l'usage là-bas d'hormones, d'antibiotiques, de molécules telles le paraquat, qui est interdite dans l'Union européenne depuis 2007 parce que ça provoque la maladie de Parkinson. Et il y a une troisième victime. La troisième victime, c'est la démocratie. Quand tous les partis français disent non à cet accord avec le Mercosur, quand 4 résolutions sont votées à l'Assemblée nationale qui disent leur hostilité à cet accord avec le Mercosur, quand une résolution est votée au Sénat dans la même direction, quand tous les syndicats agricoles français mais aussi européens disent leur opposition à cet accord avec le Mercosur, quand, main dans la main, cette fois, toutes les associations environnementales disent leur opposition avec le Mercosur, mais surtout quand 80% des Français disent leur opposition à cet accord avec le Mercosur, 80% des Français qui viennent dire finalement on veut moins de mondialisation et plus de protection, et qu'on a Madame Ursula von der Leyen et l'Union européenne qui passent par-dessus tout ça, il y a une grande victime qui est la démocratie dans notre pays. Moi j'aurais en fait une question simple. Qu'attendez-vous de nous, députés français? Qu'attendez-vous des députés européens? Merci, Monsieur Ruffin. Donc, Monsieur le Président Rousseau. Bien, Monsieur le député, ce qu'on attend des parlementaires français, c'est évidemment qu'ils se mobilisent et qu'ils nous éclairent ou qu'ils montent la voie pour mettre la pression à la fois sur le futur gouvernement et sur le président de la République pour que la France défende ses intérêts. Voilà. Puisque, en tant que représentant du peuple, vous avez été mandaté
pour défendre les intérêts de la nation et qu'à ce titre, et vous l'avez rappelé, il nous semble qu'il y a une convergence assez franche sur le sujet. La deuxième chose, c'est que, évidemment, ça montre la faiblesse de notre pays à Bruxelles et la capacité qu'a la France à peser dans ses décisions. Je rappelle que Mme von der Leyen a signé cet accord à Montevideo au lendemain de la chute du gouvernement ici en France, dans une forme de cynisme que chacun a pu observer. Donc voilà ce qu'on attend, et on continuera à se mobiliser à Bruxelles. Et pour répondre au député d'Yves, évidemment, au-delà du COPA, on essaie de mobiliser tous les eurodéputés, donc les pays, notamment les pays qui nous soutiennent. Je pense à la Pologne, je pense à l'Irlande, je pense à un certain nombre de pays, à la Roumanie, qui sont conscients qu'il faut avancer. Et pour nous, l'objectif, il est clair, c'est de rappeler que l'intérêt supérieur de notre pays, c'est de continuer à produire une alimentation parmi les plus durables au monde. Bien, merci. Madame la présidente Le Floch. Alors, deux sujets pour répondre à la question comment peut-on prétendre défendre la santé, l'environnement et tout ce qui a été dit. Eh bien, on attend de la Commission européenne ou des députés, des parlementaires européens, avec le soutien des parlementaires français, qu'ils demandent des comptes sur les règlements concernant la déforestation fruits, le EUDR de 2023-1115, qui a été annoncé ce matin comme étant reporté, alors qu'il prévoyait la non-importation de produits issus de la déforestation. Je vous invite à lire, et je vous transmettrai, le dernier rapport de développement de la production agricole, le 2023-2032 du Brésil. Tout est écrit dedans. Déjà ça, la déforestation, et les règlements européens, le 178-2002, le règlement Food Law, qui lui prévoit que l'Union européenne ne permette pas l'entrée sur notre territoire ou suspende l'importation de produits à partir du moment où ils peuvent nuire à la santé humaine, animale ou à l'environnement. Et si l'Europe ne le fait pas, c'est à la France, et c'est là que les députés européens peuvent activer l'article 53 de ce règlement pour dire que nous ne voulons pas de ces produits. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général Le Guillot. Pour répondre, nous sommes donc en grande partie pour les agriculteurs européens alignés. Sur Rousseau l'a dit, italiens, pour les jeunes italiens, Coldiretti répond avec nous, les Autrichiens, les Polonais, la Roumanie, la Wallonie, l'Irlande. Tous les pays sont aujourd'hui, du moins dans le monde agricole, alignés pour dire non au Mercosur. Maintenant, il faut que leur gouvernement les écoute. Et c'est là encore, derrière, la plus grande des difficultés qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on attend des députés français? Ne pas nous lâcher. Ne pas lâcher l'agriculture, continuer à dire non et tout faire en vos moyens pour aller contrer l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on attend des députés européens? Dire non. Dire non à nos côtés, dire non avec la France, dire non avec tous les agriculteurs européens qui aujourd'hui hurlent et qui disent non au Mercosur, non à ces traités de libre-échange qui viennent détruire l'agriculture française et surtout européenne. Bien, merci Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Porte-parole national, Monsieur Gallet. Eh bien, qu'attendons-nous des députés français qui soutiennent les paysans et les paysannes? Enfin, alors, on s'est exprimé pendant les colères agricoles, je crois que c'est clair, les paysans et paysannes veulent vivre de leur métier, avoir du revenu, et ils veulent aussi pouvoir transmettre leur ferme. On est en train de perdre une agriculture transmissible. C'est ça qui se passe en France, avec des montages sociétaires, avec des capitaux. Et il y a une profonde inquiétude dans les campagnes. Et puis aussi que les députés, ils entendent les citoyens et citoyennes qui veulent une alimentation de qualité, qui veulent aussi un environnement sain pour vivre dans les territoires. Donc c'est ces deux conjonctions que les députés doivent défendre et sortir du portage de politique libérale. J'entendais parler d'outils de régulation, mais ce dont on a besoin, c'est des outils de régulation de marché, des outils de protection. On avait des quotas, par exemple, sur la betterave. C'est en particulier la levée de ces quotas qui met en difficulté la filière betterave. Qu'est-ce qu'on réclame? De l'acétamipride. Vous pensez vraiment que c'est ça qui va régler le problème de la filière betterave? Eh bien, je vous pose la question. C'est à ça que doivent réfléchir les députés français. Merci. Merci, Monsieur le Porte-parole national. Monsieur le Secrétaire national, Guittard. Oui, qu'est-ce qu'on attend? Comme viennent de dire pas mal de mes confrères, que vous soyez là, que vous soyez présents, et que vous pensiez aussi surtout à nos citoyens, parce qu'on est là pour les nourrir, et qu'on puisse les nourrir convenablement, surtout de ce côté-là, que vous nous défendiez au niveau de l'Europe,
que vous arriviez à convaincre, et je pense qu'il ne faut pas oublier de rappeler à nos chers voisins allemands ou espagnols ou italiens qu'ils étaient dans les rues aussi, leurs agriculteurs, il y a un an. Et que je pense qu'ils sont dans le même cas que nous encore aujourd'hui, parce que rien n'a évolué jusqu'à aujourd'hui. Bien. Merci, Monsieur Guittard. Nous passons à présent, pour le groupe démocrate, à Monsieur Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants de la profession agricole. Merci à vous d'être ici tous ensemble sur un sujet qui rassemble une quasi-unanimité chez les parlementaires. En effet, dès mai 2023, j'ai porté avec plusieurs collègues ici présents, dont Dominique Potier et Julien Dive de la Commission des Affaires économiques, mais aussi François Ruffin, une résolution relative à la révision de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Elle avait été à l'époque adoptée très largement par 281 voix pour et 58 contre. En novembre 2024, le gouvernement a porté un débat dans l'hémicycle au titre de l'article 51 de la Constitution. Ce ne sont pas moins de 484 députés qui ont alors approuvé l'opposition à la signature de cet accord de libre-échange dans sa version d'alors, opposition co-signée par ces députés dans un courrier au président de la République et à la présidente von der Leyen. Que les choses soient claires pour nous, ce projet d'accord pose un problème économique, environnemental et démocratique. Quels risques identifions-nous? Tout d'abord, l'importation de produits bovins élevés aux antibiotiques interdits en France. Ensuite, des risques de déforestation accrue en Amérique du Sud, ça a été rappelé par plusieurs d'entre vous. Enfin, la fragilisation des exploitations agricoles françaises. Que demandait-on notamment? Une révision profonde pour intégrer des règles environnementales et la réciprocité des normes environnementales et sociales de production, réciprocité sur laquelle le président Rousseau a insisté dans ses propos introductifs. Des mesures miroirs, on en a beaucoup parlé, qui permettent aux standards qui s'appliquent d'évoluer et de faire évoluer en même temps ceux qui s'appliquent aux produits importés. Enfin, le respect de la procédure d'adoption de l'accord d'association, pris dans sa globalité, et ce n'est pas le cas. C'est un accord d'association qui nécessitait la ratification par les parlements nationaux et non, dans le cas de ce saucissonnage entre accord commercial et accord politique, le contournement de cette ratification. C'est le côté démocratique. Malgré certaines avancées, l'accord en l'état n'est donc pas conforme aux demandes de la représentation nationale. Je dénonce également les manœuvres de la Commission européenne qui ne peut que viser à expressément contourner le droit de veto des États membres. L'Europe n'est pas la plus forte quand elle est plus brutale, elle se fait par l'exemple et l'adhésion, et non par la soumission des États membres. Donc notre réponse, et celle des démocrates, tous les démocrates, est toujours la même, à la différence de M. Ruffin. Nous sommes favorables à des accords équilibrés, nous sommes favorables au libre-échange. On a parlé du déficit de café, de l'excédent de blé. Nous sommes favorables à la construction européenne, mais, et j'insiste, dans le respect des normes du travail de nos agriculteurs, de nos économies, de nos concitoyens. Dès lors, j'avais deux questions à vous poser tous. Dans des conditions environnementales et sanitaires de production similaires aux nôtres, seriez-vous prêt à soutenir la signature d'accords de libre-échange qui permettraient l'importation de produits agricoles sur le territoire européen sans droit de douane? Deuxième question, quelles sont les filières les plus exposées? Comment évaluez-vous les risques pour les exploitations concernées? Et quel bilan faites-vous des solutions proposées? On a parlé du Canada. Monsieur Le Guillou a dit qu'il semblait dire que les mesures miroirs fonctionnaient pour la viande. J'aimerais avoir vos infos. Merci, Monsieur Lecamp. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants donc, des syndicats agricoles, comme la quasi-unanimité des intervenants, l'unanimité d'ailleurs, qui a fait le vote lors des votes de la résolution, naturellement, je ne suis pas favorable au traité avec le Mercosur en l'état. Je précise en l'état parce que je suis député d'Ille-et-Vilaine, député de Bretagne. L'Ille-et-Vilaine vient de voir le Salon des productions animales Carrefour européen, le SPACE, fermer ses portes il y a quelques jours. Le SPACE, il a été créé, monté de toutes pièces il y a 40 ans, Monsieur Rousseau, par l'un de vos prédécesseurs, Jean-Michel Lemétayer, à la fonction que vous exercez aujourd'hui. Et ce sont des agriculteurs bretons qui se sont pris en main pour organiser un salon international qui, en 2025, comprenait 1230 exposants de 40 pays, plus de 100 000 visiteurs, dont 15 000 visiteurs de 125 pays différents. Ce que je veux dire par mon propos de la première minute, c'est qu'une majorité des agriculteurs français restent ouverts aux échanges internationaux.
C'est pour renvoyer la balle, entre guillemets, à celui d'entre vous qui a dit qu'il fallait sortir de tous les accords de libre-échange. Je pense que ça n'est pas une bonne mesure. Par contre, ce que disent les agriculteurs de mon département, n'importons pas l'agriculture dont nous ne voulons pas. L'Union européenne et la France ne veulent pas d'une agriculture qui n'est pas bonne pour la santé, notamment sur la question des hormones de croissance, des farines animales et des perturbateurs endocriniens. L'Union européenne et la France ne veulent pas d'une agriculture qui ne respecte pas l'environnement. On a parlé de la déforestation et de la question du bien-être animal. Pour faire la comparaison sur l'élevage, c'est la question, par exemple, de l'élevage bovin, nous, qui existe pour une bonne partie sur prairie, et les feedlots américains. J'ai une première question au passage. Est-ce que vos organisations syndicales ont la possibilité d'échanger avec les organisations syndicales du Mercosur pour essayer de les convaincre par la profession que les règles que nous fixons en France et en Europe, eh bien, ce sont des règles qui sont pour le bien-être des consommateurs et pour la santé des consommateurs. Je pense que c'est le premier sujet. Deuxième point, et comme je veux vous laisser du temps pour répondre, je vais clore sur celui-là. En France, je considère que nous avons une des meilleures agricultures du monde, sinon la meilleure. Pourquoi est-elle autant attaquée? Pourquoi sur la loi du plomb, je parle du versant élevage, installation classée pour la protection de l'environnement, où nous avons pu travailler, je regarde Julien Dib, qui était rapporteur du texte de loi, où nous avons pu travailler pour améliorer les questions des ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, pour permettre la modernisation des bâtiments d'élevage, poulaillers, porcheries et autres. Pourquoi en France, c'est aussi décrié alors qu'il n'y a pas de commune mesure avec ce dont nous discutons dans le traité avec le Mercosur? Merci, Monsieur Benoît. Monsieur le Président Rousseau. Merci, Madame la Présidente. Bon, le sujet de fond, c'est notre modèle agricole et c'est la place que l'Europe veut faire à la question de l'arme alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de désarmer, et je le redis ici, l'assiette des Français, elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle est la capacité qu'on aura demain à continuer à produire une alimentation parmi les plus durables au monde. Et donc, est-ce qu'on est prêt à faire des accords? L'agriculture française manque d'un certain nombre de produits. Et donc, il faut qu'on regarde ce qu'on est capable de produire sur notre territoire national. Et puis, évidemment, importer ce qu'il nous manque. Et je le dis parce qu'il y a ce qu'on appelle le single pocket. Pardonnez-moi, mais à Bruxelles, ça veut dire qu'on cumule les importations pour voir. Parce que des accords de libre-échange dans lesquels on dit « oh, il n'y a presque rien sur le volet agricole », mais que vous cumulez, deviennent rapidement une catastrophe. Ensuite, sur l'organisation, oui, on a des contacts avec nos homologues américains, nord-américains et sud-américains, mais qui aujourd'hui produisent avec les normes que leur pays leur donne. Voilà. Donc eux, ils ne se posent pas la question. Et pendant longtemps, ça a été l'accès au marché. En tous les cas, c'est ce que disaient les Américains. C'est un clin d'œil de l'histoire d'observer que le premier qui réduit l'accès au marché est M. Trump aujourd'hui, et que ces farmers sont dans une souffrance importante au moment où on se parle. Bien, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente Le Floch. Alors pour la coordination rurale, nous ne nous sommes jamais opposés aux accords de libre-échange. Par contre, nous demandons l'exclusion de l'agriculture de tout accord de libre-échange. Maintenant, la France a proposé des clauses de sauvegarde, mais il faudrait aussi, et ça c'est le boulot de tous les parlementaires, vérifier la solidité juridique d'une telle proposition. Ensuite, comment pouvoir accepter de tels accords ? Comment un continent comme l'Europe, qui est le premier exportateur mondial de porc, avec plus de 4,4 milliards de porcs exportés, peut-elle accepter quelques dizaines de milliers de tonnes de porcs supplémentaires dont on ne pourra vérifier la qualité et les modes de production ? Sachant qu'en plus, la consommation, est en baisse de plus de 6,5% sur 2019-2023 et peut-être qu'elle va continuer à baisser. Ensuite, comment faire pour s'opposer à toutes ces oppositions concernant les ICPE, les projets de nos agriculteurs pour développer justement plus de suffisance alimentaire? Et je pense par exemple à la volaille, où nous consommons 50% de volaille importés, alors que nous pourrions faire des poulaillers. Eh bien, tout simplement parce qu'il faudrait commencer par refuser le financement des ONG, de les écouter quand elles sont financées par les fonds étrangers. Merci. Pardon, Monsieur le Secrétaire Général Guillaume. Merci. Chez nous, je pense qu'on ne peut pas se leurrer être des grands exportateurs et s'interdire de l'importation. Il y a un moment, il faut qu'on soit lucide quand même. Par contre, sur les importations, à normes égales, environnement,
élevage, bien-être animal, antibiotiques, ICPE, produits phytosanitaires, alignons. Si le pays en face de nous est aligné avec nos normes et respecte les critères et les standards français et européens, alors à ce moment-là, oui, nous sommes exportateurs. Pourquoi refuser des importations si elles sont dans les standards français et européens? Sur le volet du CETA, nous avons nous avons des pays qui aujourd'hui ont joué l'honnêteté, et tant mieux pour nous. Grâce à leur honnêteté, aucune viande bovine, ou du moins très minime, est rentrée sur l'Union européenne. Quid du Mercosur? Sont-ils aussi honnêtes? Je ne suis pas assez haut placé pour savoir tout ça, mais il va falloir aujourd'hui pouvoir contrôler ces gens-là. Et ces gens-là, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de voir d'où vient la vache, de quel élevage elle part, d'où elle a été abattue et comment elle va arriver en France? Quid de tout ça? Bonjour les contrôleurs. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Porte-parole national. On parle d'alignement à normes égales, mais comment on s'aligne sur des coûts, sur des salaires à 1 € de l'heure? C'est une question. Jusqu'où on va sur l'alignement? Et en tout cas, pour répondre à la question qui a été posée, nous, on pense qu'on peut faire du commerce international en dehors du libre-échange. Le libre-échange, c'est la dérégulation du commerce. C'est l'iniquité du commerce. On peut faire des échanges commerciaux équitables. Il y a d'ailleurs des associations qui font ce travail-là. Donc, on n'est pas pour l'autarcie, mais en tout cas que le commerce garantisse le revenu des paysans ici et des paysans là-bas. Nous, Confédération paysanne, on est en contact avec les paysans, ça a été posé la question, avec les paysans d'Amérique du Sud, et eux nous disent aussi qu'ils ne veulent pas de cet accord de libre-échange, parce que ça déstructure aussi leur agriculture paysanne. Donc on est d'accord avec eux, hein. L'industrialisation de l'agriculture là-bas, la déforestation, elle déstabilise l'agriculture paysanne dans les pays du Mercosur. Et pour répondre aussi par rapport à ce qui a été soulevé sur la démocratie, encore une fois, nous aussi, on porte cette volonté démocratique des citoyens et des citoyennes d'aller vers une vraie souveraineté alimentaire. Encore une fois, l'autodétermination des peuples à choisir leur alimentation et leur agriculture. Merci, Monsieur le Porte-parole, Monsieur le Secrétaire national d'État. Tous ces accords de libre-échange, qu'est-ce qu'ils ont apporté jusqu'à aujourd'hui? On parle bien de tout ce que ça a pu amener au niveau des industries automobiles et pharmaceutiques aussi. Mais par contre, on oublie de dire une seule chose. Combien on a perdu d'agriculteurs depuis qu'ils ont été mis en place, que ce soit en France ou ailleurs? Et je suis d'accord. Tous les agriculteurs, qui soient de n'importe où, ils ont envie que d'une seule chose, c'est de pouvoir vivre de leur métier. Donc il faudrait peut-être qu'on arrive à sortir l'agriculture de tout ça et à la sortir intelligemment. Ça serait quelque chose que si on arrivait à travailler un petit peu tous ensemble, main dans la main, et en étant un peu d'accord, on arriverait à faire avancer les choses. Parce qu'on connaît tous plus ou moins l'opportunité de l'un ou de l'autre. Mais il faut arriver à se mettre d'accord. Et on en est peut-être capable. Ou on va laisser partir tout le monde petit à petit au profit des grosses exploitations. Pour en revenir à certains sujets qu'on m'a évoqués là il n'y a pas longtemps, juste sur l'histoire de la loi du plomb. Expliquez-moi comment ça se fait qu'on a développé, permis de pouvoir agrandir et des industriels, c'est tout. Des fermes industrielles au profit de petits agriculteurs. Et regardez autour de vous toutes les friches qu'il y a qu'on pourrait faire vivre. Donc pour le groupe LIOT, je passe maintenant la parole à Monsieur David Topiak. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame, Messieurs les représentants des organisations syndicales agricoles. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, tel qu'il a été conclu, est profondément incompatible avec nos engagements sociaux, agricoles et environnementaux. Cet accord voulu par la Commission européenne entraîne une mise en concurrence déloyale de nos agriculteurs face à des productions issues de fermes-usines utilisant des pesticides interdits en Europe, une augmentation de la déforestation en Amazonie pour répondre à la demande de viande bovine et en céréales OGM destinées à l'élevage, et un recul manifeste en matière de durabilité sans réelle clause climatique contraignante. Et enfin, une atteinte à notre souveraineté alimentaire. Au total, il faut peser un risque substantiel pour la sécurité des approvisionnements agricoles et la traçabilité alimentaire en Europe, portant de ce fait atteinte à notre souveraineté alimentaire.
En clair, plus de pollution, plus de pesticides, moins de garanties pour nos filières, moins de revenus pour nos agriculteurs et un mépris flagrant pour nos engagements climatiques. Face à l'urgence climatique et sociale, nous ne pouvons pas faire un pas de plus vers ce type de traité. Aussi avons-nous signé avec un certain nombre de collègues demandant que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la conformité juridique de cet accord et sur la procédure de ratification envisagée qui pourrait priver le Parlement de toute consultation. Pour répondre aux inquiétudes portées notamment par la France, la Commission a accepté de renforcer les mesures de sauvegarde pour les produits européens sensibles et s'engage à intervenir en cas d'impact négatif des importations sur certaines filières. C'est un premier pas, mais largement insuffisant pour nous certifier que cela sera suffisant pour amortir les impacts négatifs de ce traité pour l'agriculture française. Au-delà de ce traité, c'est la capacité de l'Union européenne à s'imposer au niveau de ses normes par rapport à ses partenaires commerciaux et leur dicter la façon dont ils doivent produire qui est remis en cause. Nous ne sommes pas par principe opposés aux accords commerciaux, mais nous avons nécessité de bien apprendre le mot libre, qui pose probablement le problème dans le mot libre-échange. Nos viticulteurs aujourd'hui, qui sont en difficulté par rapport à des accords bilatéraux qui sont imposés notamment par la Chine ou les États-Unis, est le reflet de cette dérive au niveau des accords commerciaux. Nous considérons néanmoins que les règles du marché doivent être équitables. Les échanges commerciaux doivent être basés sur une réciprocité des normes sanitaires et environnementales. Cela fait des années que les agriculteurs réclament des clauses miroirs dans les traités de libre-échange et des années que le gouvernement promet de se saisir de la question. Une question au niveau européen par rapport à vos collègues, vos homologues des syndicats européens. Où en êtes-vous de ces discussions, de ces négociations et d'une parole collective portée auprès de l'Union européenne? Bien, merci Monsieur Topiac. Pour le groupe GDR, Monsieur Brugerolles. Merci Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier moi aussi, Madame et Messieurs les représentants des syndicats agricoles pour cet échange. Je commencerai peut-être d'abord par dire qu'on est aujourd'hui en 2025, mais on aboutit effectivement au terme de cet accord après plus de 25 années de discussion sur cet accord commercial et on s'inscrit en fait pleinement dans un agenda politique de long terme qui est un agenda de libéralisation et de dérégulation des marchés agricoles qui s'est accéléré depuis les années 90. Et ma question, c'est qu'au-delà du soutien qui est aussi le nôtre à l'exclusion du secteur agricole et alimentaire des accords de libre-échange, parce qu'on considère que c'est un bien absolument fondamental pour l'humanité et pour les Européens de pouvoir se nourrir, être en capacité de se nourrir eux-mêmes. Ma question est ouverte, c'est est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une refondation globale de notre politique agricole commune et de sortir la PAC de sa soumission à la politique commerciale de l'Union européenne? Je voulais revenir sur 3 points. D'abord, ça a été dit, cet accord est une atteinte très grave à notre démocratie et y compris à nos règles démocratiques européennes. Ça a été dit avec la scission de l'accord en 2 parties pour essayer d'abord de passer outre le veto politique que pouvaient exercer certains États et de contourner les parlements nationaux. On l'a déjà vécu avec le CETA en particulier. Cette méthode est un déni démocratique. Elle semble même contraire aux traités européens eux-mêmes. Donc je me félicite qu'on ait notamment co-signé une proposition de résolution pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur sa conformité même au traité. Mais au-delà, comment agissons-nous collectivement pour empêcher la poursuite de ces scénarios, comme on l'a vécu pour le CETA et comme on le vivra peut-être pour les autres accords de libre-échange? C'est une question ouverte. Vous y avez en partie répondu, mais je voulais la reposer. Deuxième chose que je voulais aborder, le focus sur les filières d'élevage. Ça a été dit et redit, plus de 100 000 tonnes de bœuf, alors que notre pays vient de perdre 1 million de vaches ces 10 dernières années. Et les projections qui sont faites avant même l'application du traité sur le Mercosur prévoient encore une baisse du nombre du cheptel bovin de 20% d'ici 2030. Nos systèmes herbagers, comme dans le Massif central, n'ont pas besoin d'un accord qui accélère encore la décapitalisation et la perte de production au profit de viandes d'importation sans normes. Et mon inquiétude, c'est celle des acteurs des filières de la viande. Comment aussi on exerce une pression importante, je pense en particulier aux acteurs de la restauration hors domicile, de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, qui ne manqueront pas de s'engouffrer
dans ces nouveaux quotas et d'aller chercher des opportunités d'achat de viande à bas coût. Donc ma question, c'est aussi quel rôle et quelle action on porte vis-à-vis des acteurs et en particulier des transnationales de la distribution et de l'agroalimentaire. J'ai une autre question, mais j'y reviendrai après. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brujol. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les collègues qui souhaitent s'inscrire pour une question d'1 minute, n'hésitez pas. Merci. Monsieur le Président Rousseau. Oui, alors sur les sujets, enfin la question de fond encore une fois, c'est quelle agriculture et quelle place pour l'agriculture, et on voit ce qu'il en a coûté d'abandonner l'industrie il y a une trentaine d'années. Sur la refondation de la PAC, bah, écoutez, en tous les cas, nous on reste attachés à une politique intégrée européenne et commune qui est en train d'être discutée avec aujourd'hui des sujets de budget qui questionnent. Bon, tout le monde sait que l'OMC ne fonctionne pas, hein, ça a été mentionné, les Américains ne nomment pas de juge, donc en fait l'OMC, il n'y a plus que l'Europe qui respecte le cadre de l'OMC, tout le monde s'en a franchi depuis bien longtemps maintenant. Et pour nous, l'objectif, c'est évidemment de continuer à porter l'ambition d'une agriculture souveraine et alimentaire, et on a assez peu parlé du consommateur, mais je voudrais vous répondre aussi que c'est lui qui va décider. Et le travail qu'on fait, notamment pour les filières d'élevage, c'est aussi le travail d'origine, de provenance. C'est un combat qu'on mène sur l'origine de la viande. La grande distribution, je le dis ici, joue plutôt le jeu, mais c'est vrai que la restauration hors domicile est de ce point de vue-là évidemment peu au rendez-vous, et qu'on travaille aussi en Europe pour qu'on puisse avoir l'origine des produits sur la consommation, pour que le consommateur puisse être éclairé et faire en sorte qu'on défende nos filières d'élevage. Mais au-delà des filières d'élevage, il y a tout un tas de filières qui sont percutées. Encore une fois, je le dis, c'est la place de l'agriculture en Europe, le caractère commun et constructif et la volonté de se projeter. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Le Floch. Alors, je répondrai essentiellement sur le volet élevage. Oui, 1 million de vaches en moins en 10 ans. Sachez quand même que la France, avec une balance commerciale en viande bovine déficitaire de près de 100 000 tonnes, pourrait justement être un des pays dans lequel serait orientée une grande majorité de la viande. Si ce n'est pas directement, c'est indirectement en passant par différents ports. Le souci, c'est de savoir qui importe. Dans les 2 milliards d'euros de viande importée, comment ça se répartit entre les industriels, entre les distributeurs et autres. Sachez que les conséquences de cet accord pourraient aller jusqu'à l'équivalent de 20 plans sociaux Michelin, comme nous les avons vécus cette année. Je m'explique, parce que derrière chaque exploitation bovine, il y a des emplois, des livreurs d'aliments et des transporteurs et bien d'autres. Et que si justement ce plan se met en place, nous avons les gros industriels dont je vous ai parlé tout à l'heure, Tyson, JBS, je rajouterai Cargill, Marfrig, le brésilien, qui à eux seuls, les 4, contrôlent aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires mondial de la viande bovine. Qui sera le repreneur des abattoirs de Bigard? Eh bien, quand ils viendront s'implanter en France, ils feront transiter la viande dans ces abattoirs. Monsieur le secrétaire général Le Guillaume. Merci. Déjà, pour commencer sur la PAC, chez Jeunes Agriculteurs, nous sommes pour une PAC forte qui continue et qui, encore plus que continue, qui surinstalle, j'ai envie de dire. Il nous faut de l'installation, il nous faut du jeune, il nous faut du renouvellement. Il faut une PAC qui accompagne les jeunes et qui surtout qui installe des jeunes vers de la production française et européenne. Il faut qu'on retrouve notre leadership de production quand même français, nos standards français européens au sein de cette PAC. Aujourd'hui, on a une PAC qui, pour nous, ne va pas suffisamment loin. Il faut la redonner vers un accompagnement d'outils de production pour les agriculteurs. Il y a un sujet quand même qui me perturbe quand même depuis tout à l'heure. On se dit qu'on est à la baisse. En France, on a de moins en moins d'agriculteurs, on a de moins en moins d'élevage. Ma question aujourd'hui, là peut-être c'est, il y a une question-réponse entre nous, mais je vais la poser aussi. On nous dit que le Mercosur, on n'en veut pas parce qu'on en est là en fait aujourd'hui, je pense, parce que ça fait peut-être 20-25 ans que les agriculteurs crient dans les campagnes l'accompagnement des pouvoirs publics, l'accompagnement du gouvernement pour les agriculteurs. Si on n'avait pas eu cette politique sur les 20-25 dernières années, peut-être qu'aujourd'hui le Mercosur, non pas serait acceptable, mais on serait peut-être plus ouvert à la discussion. Je pense qu'il faut revoir toute cette agriculture qu'il y a aujourd'hui sur la longueur française. Je vous redonnerai de toute façon la parole, parce qu'on aura une dernière série de questions après et une dizaine de collègues. Voilà, monsieur le porte-parole national. Effectivement, je pense que derrière ce débat sur le Mercosur, il y a un débat sur quel modèle agricole on veut.
Et vous parliez des 25 années de discussion. Pour nous, c'est 25 années de combat contre ce Mercosur et 25 années de combat contre le rouleau compresseur de l'ultralibéralisme qui a fait disparaître un grand nombre de paysans et paysannes. On était 1,5 million dans les années 90. On est un peu moins de 400 000. Donc, quel modèle agricole on veut? Donc, c'est quelle PAC on veut? Une PAC plus juste qui installe effectivement les paysans et les paysannes, mais qui permet aussi de faire face au dérèglement climatique, aux enjeux sociétaux, aux enjeux de baisse de perte de biodiversité, etc. Et qui permet surtout de rémunérer des paysans et des paysannes. On déplore la perte d'éleveurs, mais c'est aussi lié à des politiques de concentration et d'intensification des fermes et des structures, et de restructuration des exploitations. Encore une fois, j'y reviens, mais c'était le projet et l'ambition de la loi Duplon. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut accélérer vers plus de compétitivité pour aller, encore une fois, être compétitif sur les marchés internationaux, soit on installe des paysans et on répond à la demande sociétale d'une alimentation juste pour tous et pour toutes. Merci, monsieur le porte-parole national. Monsieur le secrétaire national. Oui, je vais faire bref parce qu'un peu tout a été dit et ça me sert à quoi de vous répéter les choses une fois de plus. Je pense que de ce côté-là, on pourrait arriver à trouver un accord. Après, au niveau de la PAC, le MODEF a soulevé depuis très longtemps les idées d'un prix rémunérateur, un prix plancher, un coefficient à mettre en place. Il y a certaines idées qui ont été reprises dernièrement. Et moi, j'estime que c'est quand même dommage que ce soit repris actuellement, alors que ça fait 25-30 ans qu'un syndicat en parle. On en est arrivé, pour moi, on a fait une perte de temps. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de vraiment arriver à réfléchir sur les choses pour pouvoir continuer à installer des jeunes, à faire des fermes qui soient reprenables par beaucoup de monde, et que derrière, on arrive à faire vivre une agriculture qui serait intéressante pour notre consommateur. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on en parle tous. Et le problème de base, il est là. Voilà pour cette table ronde avec les principaux syndicats agricoles en France. Une table ronde qui est intervenue 3 jours avant l'appel à la mobilisation du 26 septembre. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur LCP.